Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des jeux auxquels j'ai joué cette semaine. Et oui, d'habitude, je le fais en version mensuelle, mais finalement, je joue à tellement de jeux que pour ne pas faire des vidéos de 45-50 minutes, je suis obligé de restreindre d'autant plus ma liste. Donc on va essayer de faire ça semaine après semaine, histoire d'avoir plus de liberté de parole. On va quand même pas parler de tous les jeux auxquels j'ai joué, parce qu'il y en a pas mal dont j'ai déjà parlé, et puis aussi parce qu'il faut bien faire des choix. Là, je vais vous parler de 5 jeux, donc n'hésitez pas à aller sur la timeline de la vidéo pour aller voir directement le jeu qui vous intéresse, et tous les jeux ne vous intéressent pas. Aujourd'hui, on va parler de Aeon's End Legacy, de Marvel Champions, le jeu de cartes, de l'extension Le Château en hiver des dés de Valeria, de Ortiz, et enfin, on parlera de Honey-Buzz. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller directement à l'endroit qui vous intéresse, et puis à me laisser un petit commentaire pour parler de ces jeux si jamais le cœur vous en dit. On va commencer tout de suite avec le gros de cette vidéo, Aeon's End Legacy. Je la mets pas trop à la verticale parce que sinon toutes les cartes vont s'échapper, et surtout je vais poser la boîte parce que la boîte est super lourde. Bon, on a vu pire, mais c'est quand même assez costaud. C'est ma révélation de la semaine, c'est mon coup de cœur de cette semaine, puisque je suis en vacances, je me suis dit je vais me lancer ce jeu-là, on va essayer de faire toute la campagne, parce que oui, c'est un jeu Legacy, donc c'est un jeu à campagne, un jeu qui coûte quand même un petit peu cher, 75 €, c'est ce qui m'avait freiné depuis toutes ces années. Je l'ai trouvé en solde à 52 € je crois, donc je me dis c'est le moment de me lancer. D'autant plus que je n'étais pas sûr d'aimer, puisque c'est un deck building. Moi, je ne suis pas forcément un énorme fan des jeux de cartes, des jeux de combat. Je ne suis pas forcément un énorme fan de créer mon propre deck, puisque j'ai toujours peur de finalement de faire les mauvais choix, d'être assez mauvais là-dedans, notamment dans Hearthstone, hein, je choisis toujours des decks faits par les autres, hein, je ne vais pas m'amuser moi-même à faire mon association de cartes, donc j'étais un petit peu réticent, mais vu qu'il est dans énormément de top de jeux solo, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Je me suis lancé un petit peu frileux, un petit peu timide dans ce jeu narratif où on va retourner carte après carte pour voir l'histoire de Gravehold, et donc de ce mage que l'on voit incarner, qui n'est pas encore un vrai mage, qui n'a pas encore sa licence professionnelle, même si c'est pas comme ça que ça marche, et il va y avoir une grosse menace, un sans nom qui s'appelle le Maelstrom, qui va détruire la ville, et donc on va devoir essayer de l'affronter petit à petit, devenir de plus en plus puissant et aller faire toute une quête assez intéressante, et c'est vraiment top, archi top. Déjà, le système de jeu est ultra sympa. On va avoir une pioche de main de départ, on va avoir une réserve avec 9 cartes différentes que l'on va pouvoir acheter au cours de la partie avec des gemmes pour agrémenter notre deck. On va avoir un système de failles, de brèches pour préparer nos sorts. On pose un sort, mais le sort ne sera pas lancé tout de suite, il sera lancé au tour d'après ou à un tour ultérieur si on veut le garder pour plus tard, si notre brèche est stabilisée. Et ça, c'est ultra sympa. C'est pas au tour même qu'on va faire des dégâts, c'est au prochain tour. La défausse, une fois qu'elle est vide, eh bien, on ne va pas la remélanger. Donc quand on va mettre nos cartes dans la défausse, on va réfléchir, est-ce que peut-être j'enchaîne un combo de 3 cartes, de 3 sorts qui vont bien aller ensemble, ou est-ce que je mets des gemmes toutes les unes après les autres, histoire de pouvoir acheter un gros sort au tour où je vais piocher tout ça, ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de les agencer de manière un petit peu les unes après les autres, histoire d'avoir un deck un peu plus stable, un peu plus équilibré. C'est assez sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est que l'ordre des tours, dans une manche, notre adversaire, les Némésis, vont nous attaquer 2 fois, et nous, on va jouer 4 fois, sauf que ça va pas être dans un ordre prédéfini. On va mélanger, on a des cartes de pioche d'ordre de tour, et on va en piocher une. Et donc, on sait que sur une manche, il y aura 6 attaques, 2 de l'ennemi et 4 de nous, mais on ne sait pas forcément dans quel ordre, et ça, c'est aussi ultra sympa. Niveau Legacy, on a un scénario qui est assez bon. En tout cas pour moi, c'est ma première expérience, donc j'ai plutôt bien aimé. On a notre amélioration de personnage. À chaque fin de combat, on va pouvoir améliorer notre réserve de base avec des nouvelles cartes qu'on va débloquer. On devra choisir parmi, souvent on a 4 nouvelles cartes, on va devoir choisir que 2 à remplacer parmi les 9 que l'on possède déjà, et on va devoir toujours faire des choix. On va souvent avoir des nouveaux sorts pour notre héros, on va souvent avoir des nouvelles règles. C'est vraiment ultra sympa, le jeu est assez simple, facilement compréhensible, et à chaque nouveau chapitre, eh bien on va en apprendre un peu plus sur le système de gameplay. Ça reste quand même toujours assez simple, assez facile d'accès. C'est d'ailleurs un jeu qui est assez facile, je pense que c'est très bien pour les débutants. Le jeu, je l'ai terminé en 6 heures. 6 heures avec, je ne vous dirai pas le nombre de combats parce que ça serait spoilé, mais finalement le combat en lui-même dure souvent 30 minutes, et il y a 30 minutes ou 15 à 30 minutes de nouvelles règles, d'amélioration de notre personnage, de rangement, etc. Donc c'est 6 heures la totale, et je n'ai jamais perdu aucun combat. J'étais même loin de perdre mes combats.
Donc le jeu est assez simple et d'ailleurs ça propose un mode plus difficile qui est écrit sur les différentes Nemesis, hein, si jamais vous voulez un peu plus de difficulté, ça c'est plutôt bienvenu, mais en tout cas ça fait une belle expérience pour après se lancer dans les autres boîtes Aeon's End. Dernière chose, et après je vous lâche sur ce magnifique jeu, c'est que les Nemesis sont toutes différentes avec un système de gameplay assez différent qui vont toujours à chaque fois nous rajouter un petit truc en plus, qui vont se manifester par des tuiles, par des compétences, par des annulations, etc. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que le jeu coûte cher, parce qu'en plus de gros paquets de cartes, et chaque Némésis va venir avec son petit lot d'objets, entre guillemets d'objets, de matériel qui ne vont être là que pour cette Némésis, et forcément ça fait un petit peu grimper le prix. Donc oui, ça coûte cher. Oui, finalement c'est assez bref, 6 heures de jeu pour 75 € quand c'est neuf, mais c'est une super expérience, c'est une super histoire narrative. J'avais envie que ça se continue quand c'est arrêté et je pense que je vais m'acheter les boîtes de base, même si j'aime beaucoup ce côté scénario et je ne sais pas si j'aurai vraiment la motivation de m'installer pour affronter une Némésis quelconque s'il n'y a pas la petite carotte de je vais avancer dans l'histoire juste après. Voilà, en tout cas je pense vous avoir donné envie de vous procurer Aeon's End si ce n'est pas déjà fait ou de l'avoir ou de vous le lancer si vous l'avez mais que vous n'avez pas encore franchi le pas. Dans cette folie de ce deck building coopératif où j'étais tout fou après ça, je me suis dit j'ai un autre jeu de deck building dans ma bibliothèque, et je vais me le lancer. Et je me suis donc lancé Marvel Champions, le jeu de cartes, la boîte de base. Alors c'est pas vraiment un deck building, c'est vraiment plutôt de la gestion de main puisque finalement nos decks sont préconstruits. Hein. Jeu de base qui va nous permettre d'affronter le Rhinocéros, qui va nous permettre d'affronter Ultron, et j'ai oublié qui était le deuxième méchant, si c'est Claw, et on aura 5 héros inclus dedans, Spider-Man, Captain Marvel, Iron Man, Miss Hulk et Black Panther. Pour l'instant, moi j'ai battu les 3 méchants en mode facile, parce qu'il y a aussi un mode difficile avec Spider-Man. Spider-Man qui je pense est le personnage de base, puisque forcément c'est la vedette un peu de Marvel, et donc je pense que c'est un personnage assez facile d'accès. Moi pour le coup, les 3 personnages en normal, je les ai battus aussi assez facilement. Je trouve quand même le système de combat beaucoup moins fun que Aeon's End, hein. J'aurais peut-être pas dû enchaîner les 2 jeux juste après. S'il n'y avait pas cette sensation de monter en puissance comme on peut avoir dans Aeon's End, j'ai pas non plus la sensation d'être Spider-Man, j'ai pas non plus l'impression de balancer plein de toiles pour bloquer un petit peu, pour entoiler nos adversaires. Ceci dit, j'ai bien aimé le système d'utilisation des cartes où il y a des ressources, et donc pour jouer une carte, il faut que je défausse des cartes de ma main qui ont des ressources, le nombre de ressources équivalentes ou des fois des ressources spéciales. Ça, j'ai bien aimé ce choix de devoir me dire est-ce que cette carte-là, j'ai vraiment envie de l'utiliser ou est-ce que je m'en sers comme une ressource. C'est plutôt cool, on peut mettre des alliés sur notre terrain qui sont toujours des alliés de l'univers Marvel. Les méchants sont plutôt cool avec un système de manigance où il y a une histoire parallèle, leur objectif à ces méchants, et donc à chaque tour cette manigance va augmenter. Et soit notre héros est en mode super-héros, en mode Spider-Man, et du coup le Rhino par exemple, puisque c'est le premier méchant, va nous attaquer, soit on est en mode Peter Parker, du coup on est en mode alter ego, on est un peu caché, personne ne nous connaît, donc le grand méchant ne peut pas nous attaquer, et donc il va pouvoir manigancer, il va pouvoir faire son intrigue tranquillement, il va pouvoir braquer des banques, etc. Et donc il va falloir choisir, est-ce que je reste un peu plus longtemps en Spider-Man pour mettre des dégâts, mais dans ce cas-là je risque peut-être de mourir, ou est-ce que je passe en Peter Parker, histoire de récupérer un petit peu de vie, mais mon objectif, ça va devenir un petit peu ric-rac. Ça, c'est assez sympa, mais finalement, pour l'instant, c'était assez simple. Je vais essayer les autres personnages, parce que ça m'a bien plu. Je vais les essayer directement en difficile. Je pense que les autres personnages donneront une sensation de jeu un peu différente, et que ça va renouveler un peu le genre. Ça reste quand même, je pense, un peu léger en contenu, parce que il n'y a que 3 méchants finalement et 5 personnages, donc clairement c'est un jeu qui va donner envie d'acheter d'autres contenus, sachant que c'est vraiment pas donné, hein, parce que la boîte de base c'est 50 € je crois, 55, moi je l'avais eu cet été quand il y avait une offre de jeux de je ne sais plus quel distributeur, et c'était un jeu offert avec, donc je l'avais eu là-dedans, donc en gros je l'avais eu à 33% moins cher, hein. Donc une bonne expérience, mais moins palpitante que Aeon's End Legacy, et je pense avec moins de rejouabilité pour la simple boîte de base. On va faire un petit retour sur les dés de Valeria. Dés de Valeria, qui est un jeu dont j'ai fait une vidéo au mois de décembre, une vidéo qui a plutôt bien marché, parce qu'elle est aux alentours de 400 vues, ce qui est très bien pour moi. Mais en fait, on va surtout parler de l'extension Un château en hiver. Alors, un petit rappel, les dés de Valeria, c'est un roll and write dans lequel on va lancer des dés. On aura 2 types de dés, des dés noirs qui vont nous donner par exemple un 2 et un 6, et donc on va activer le pouvoir de nos villageois.
Si on a un 2 à 6, on va activer le villageois numéro 2, le villageois numéro 6 et le villageois 2 plus 6, donc 8, qui vont nous permettre d'avancer sur des pistes de score dans notre château. Et une fois qu'on a fait ça et débloqué les bonus éventuellement, on va utiliser les dés colorés. On a 3 dés colorés, un rouge qui va nous permettre de faire des combats contre des monstres, un vert qui va nous permettre d'explorer la forêt et un jaune qui va nous permettre finalement de recruter des nouveaux villageois. En plus de ces 3 dés, on a un dé bleu qui va nous permettre de rajouter la valeur du dé bleu à un des autres dés. C'est un jeu que j'avais quand même plutôt bien aimé, mais le problème c'est que c'était un jeu qui était assez facile, en tout cas en solo, où finalement au bout des 20 tours de jeu, on arrive à tout faire, à tout valider et à quasiment toujours faire l'objectif des 80 points qui est l'objectif maximal en score de solo, et si on ne fait pas 80, on est à 75 points. Donc le jeu était quand même assez simple. Il y avait une stratégie payante sur les 7-8 premiers tours de recruter des villageois, après de se faire suffisamment d'exploration pour avoir les dés, les pouvoirs qui modifient les valeurs des dés rouges, et après de faire que de l'affrontement de monstres, histoire de rouler sur le jeu. C'était une technique qui marchait à tous les coups, et finalement au bout de quelques parties, on s'en lasse un peu parce que c'était un peu simple. Et donc en même temps que le jeu, il y a l'extension Un château en hiver qui est sortie pour, je sais plus, 5-6 euros, peut-être plus, je ne sais plus, qui, j'espérais aller renouveler le genre, aller rendre les choses un peu plus difficiles. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, pour vous faire ce retour. Ça change quasiment rien. Alors ce qui va changer, c'est qu'on va avoir 2 plateaux qui seront maintenant en hiver. Le plateau château, clairement, ne change pas. Peut-être que la répartition des bonus sur les pistes des artisans fluctue peut-être un petit peu, mais ce n'est pas sûr. La grosse nouveauté, c'est ici, alors à part la neige bien sûr, c'est que maintenant les entre-deux monstres ne sont plus débloqués automatiquement. Pour pouvoir aller dans un entre-deux monstres, il faut avoir suffisamment visité notre carte pour avoir débloqué l'entrée des monstres. Le tout premier entre-deux monstres est débloqué, mais pour aller à celui-là, il faut être allé jusque là. Pour aller au milieu, il faut être allé au milieu, et pour aller en bas, il faut être allé en bas. Cette fois-ci, vous avez 2 endroits pour commencer la partie. Avant, c'était les 4 en haut. Ici, vous pouvez commencer en haut à droite, en haut à gauche, pardon, et en bas à droite, pour décider de votre stratégie. Donc finalement, les entre-deux monstres sont un poil plus compliqués à récupérer, puisque vous n'avez pas accès directement aux 3 entre-deux monstres. Donc en soi, ils ont essayé de pallier justement à cette facilité qu'on pouvait avoir. Et si clairement ces règles modifient ce point-là, c'est qu'ils étaient conscients que les entres étaient vraiment trop cheatés. Donc oui, ça retarde un tout petit peu l'arrivée dans les entre-deux monstres de 1 ou 2 tours, mais de toute façon dans les premiers tours on ne fait pas forcément tout de suite les entres. Donc au final j'ai fait qu'une seule partie avec cette extension, et j'ai tiré des cartes solo qui m'ont mis pas mal de bâtons dans les roues, qui ont fait que pour les entre-deux monstres que j'ai visités, je n'ai pas pu scorer le meilleur score, mais celui du dessous, et du coup ça fait que je n'ai fait que 77 points sur ma partie. J'ai utilisé toujours la même stratégie, la même que sur le jeu de base, et ça fonctionne pareil. J'ai fait 77 points parce que j'ai eu des cartes solo qui m'ont fait me barrer des étoiles, donc me faire perdre des points et me faire perdre ces points maximaux au niveau des entre-deux monstres. Donc finalement, ça donne l'impression que le jeu serait un peu plus compliqué, mais ça ne change toujours pas vraiment l'expérience de jeu. On arrivera assez facilement à faire tout ce qu'on veut. Je précise un peu mes propos, c'est que moi je vous parle de jeu uniquement en solo, puisque le jeu a plusieurs joueurs, finalement on n'aura pas 20 tours, la partie va se arrêter quand quelqu'un aura rempli 3 de ces 4 pistes d'artisans, et donc ça rend des parties probablement un peu plus courtes et qui vont probablement fluctuer au niveau de la durée en fonction de la manière de jouer de nos adversaires. Donc c'est vraiment un avis uniquement pour le mode solo qui finalement reste un petit peu décevant. Bon, j'ai quand même fait 7 ou 8 parties, donc c'est quand même plutôt correct pour un jeu, mais voilà, j'ai testé une seule fois cette extension et je me dis que ça change pas grand chose. En plus, ces gros paquets de feuilles, c'est pas très esthétique, ça va traîner dans la bibliothèque, donc finalement un petit peu déçu de cette extension des dés de Valeria et des dés de Valeria en eux-mêmes aussi. Allez, on fait une petite pause avec Ortis, un jeu sur lequel j'ai fait 18 parties cette semaine, ou sur les 15 derniers jours. En même temps, ce sont des parties qui vont prendre 5 minutes, allez 10 minutes si vous cassez vraiment les ménages. Ortis, j'en ai fait une vidéo cette semaine, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous remets le lien ici. C'est l'héritier de Hearthcard, c'est un jeu uniquement solo par Mark Tuck, par Edith Games. Alors je vais pas du tout parler des auteurs des autres, c'est vraiment un truc que j'arrive pas à me mettre en tête de parler des auteurs et des illustrateurs. Peu importe, c'est un petit jeu solo où le but va être de faire notre verger le plus luxuriant. On va avoir 9 cartes par partie tirées aléatoirement. On pose une carte au milieu et le but va être, avec 2 cartes qu'on aura dans la main, de recouvrir des arbres identiques pour poser un dé sur ces arbres avec une valeur. Cette valeur correspond au nombre de fruits et donc à notre nombre de points de victoire. En comparaison d'arcade où ça augmentait en disant 1, 3, 5, 10, là ça augmente vraiment de 1 en 1
Par contre, si on a un 6 qui est dépassé, ça devient un panier. Un panier, c'est 10 points. Et si on arrive à remplacer notre panier, en remettre encore un fruit par-dessus, et ben notre panier deviendra une fois par partie une brouette qui nous rapporte 15 points. La différence avec hors carte, c'est qu'on a maintenant des clairières. On n'aura pas 6 arbres sur notre carte, mais 5 avec une case qui est vide. Si on recouvre un arbre avec cette clairière, ce n'est pas bien grave, mais les fruits qui sont dessus vont tomber par terre et ne nous rapporteront pas de points à la fin de la partie. Par contre, si on recouvre cette clairière avec un arbre du même fruit que celui qui est par terre, et ben, le fruit repousse, il revient dans l'arbre, et c'est du coup assez sympa. On a toujours un peu comme les vers des jokers, on n'en aura qu'un seul, un écureuil qui permet de mettre un arbre qui ne colle pas une seule fois par partie et qui va nous donner des points négatifs. Mais la grosse nouveauté de cette ortie, parce que pour l'instant vous allez me dire que c'est assez semblable, c'est qu'il y a un mode défi au verso des cartes. À la manière d'Agropolis, vous avez des challenges, vous tirez 2 défis aléatoirement, vous ajoutez la somme en haut à gauche qui donne la valeur que vous devez atteindre à la fin de la partie, et ça va vous donner des points bonus en fonction de différentes actions. Si vous avez utilisé tous vos dés rouges, orange, vous avez plus 15, ou alors tous vos dés verts font x2, ou alors si vous jouez un dé jaune au premier tour, vous avez plus 1 point, enfin bref, tous des petits défis aléatoires qui font que ça renouvelle énormément la partie et qui fait que le jeu devient un must-have. Il explose hors carte, moi c'est un de mes gros coups de cœur, en plus ce sont des parties ultra rapides, donc ça vous pouvez le faire n'importe où, vous pouvez le mettre dans votre poche, les petites 9 cartes que vous allez placer, ça prend à peine ça comme place, donc vous pouvez jouer à ça dans le train, vous pouvez peut-être pas jouer avec ça en voiture parce qu'il faut quand même de quoi poser, mais c'est un petit jeu solo excellent. N'hésitez pas à aller voir ma partie si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus, de voir vraiment en jeu quelles sont les sensations. Et le dernier jeu de cette vidéo, ça sera Honey Buzz qui était dans mes coups de cœur, dans mon top 2022, mais je n'y avais jamais joué en solo, et donc cette semaine je me suis fait 2 parties parce que je ne sais plus pourquoi, mais bon, j'ai eu envie de me le lancer. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin de ma première partie solo, j'avais un commentaire sur la chaîne qui me parlait d'Honey Buzz. C'était une coïncidence assez rigolote. Honey Buzz, c'est un jeu de gestion d'ouvrières, de gestion d'abeilles, où on va devoir se placer sur un plateau pour pouvoir récupérer des tuiles qui vont en fait être des morceaux de ruches, hein. Et donc on va pouvoir créer sur notre plateau, en associant ces différentes tuiles, des trous. Et dans ces trous, on va pouvoir mettre un nectar que l'on va récupérer avec des abeilles qui vont aller butiner dans le berger. Et ce qui est assez sympa, c'est que finalement, la majorité de nos tours, ça allait poser des ouvrières sur le plateau avec les différents types de tuiles, parce que sur chaque tuile, il y a une action, mais la manière, quand est-ce qu'on va pouvoir réaliser ces actions, c'est quand justement on aura fini une zone creuse, on aura fait un petit trou pour mettre du nectar plus tard, on activera toutes les actions que l'on a réparties autour de ce trou. Donc ça va être un petit jeu de gestion de pose de tuiles également. On va pouvoir butiner pour aller chercher du nectar, on va pouvoir produire pour justement, au niveau de nos nectars, avoir du petit miel. Les petits miels, en plus, c'est en une sorte, c'est pas du caoutchouc, mais ça a une texture très sympa, on a vraiment envie de les manger, on dirait que c'est des petits tragibus, le matériel est vraiment assez fou. On va pouvoir coconner, donc aller mettre une larve dans le cocon, on va appeler ça comme, même si c'est pas ça le nom. On va pouvoir gagner de l'argent qui sont les points de victoire, mais surtout, on va pouvoir aller au marché, le marché qui nous permet 2 choses, soit de vendre d'un coup tous nos miels du même type, et donc dès qu'on a fait une vente d'un type, la valeur au marché va baisser, donc peut-être qu'il va falloir vendre plutôt 5 fleurs sauvages d'un coup, histoire de faire 30 points, et non pas une par une, parce que la première ça sera 6, au tour d'après elle ne vaudra plus que 5 points, etc. Donc peut-être qu'il va falloir faire un gros paquet de miel avant de tous les vendre d'un coup, mais peut-être que notre adversaire va le faire avant nous, et va finalement nous faire baisser la valeur de ce pollen. Et puis la deuxième, c'est de faire des objectifs, de faire des petites quêtes qui vont nous demander d'avoir un certain type de ressources pour marquer des points. Ça, c'est pour le mode normal qui est vraiment excellent. Maintenant, le mode solo, comment il se passe? Finalement, quasiment pareil qu'un vrai mode 2 joueurs. On va avoir un petit paquet de cartes avec les actions de l'automa. Et l'automa, lui, aura toujours 2 ouvrières sur le plateau. Alors normalement, dans Honey Buzz, quand il y a une ouvrière, que ce soit mon ouvrière ou celle de mon adversaire, si je veux me placer au même endroit, il faut que je mette une ouvrière de plus. Donc s'il y en a une, j'en mets 2, si on avait déjà 2, il faut que j'en place 3. Ce qui fait que ça nous limite un peu. Là, au niveau du mode solo, l'ouvrière de notre adversaire, si elle est placée à un endroit, je n'ai pas le droit de m'y mettre, ça va me coincer un petit peu. On tire ces cartes, le recto de la carte de droite va nous dire
à quel endroit de ce plateau l'ouvrière va se déplacer pour nous bloquer des actions futures, et la face de la carte d'à côté va nous dire quel pollen, quel nectar il va récupérer au niveau du plateau avec tout ce qui est à butiner, en prenant toujours le nectar dessiné sur la carte, mais qui est le plus proche de nous, histoire d'essayer de nous coincer, de nous empêcher de prendre ce qui nous intéresse. Les objectifs de la reine, qui sont les objectifs de scoring finaux, sont spécifiques au mode solo. Ce sont des cartes un petit peu différentes. Finalement, le jeu est plutôt sympa, on retrouve vraiment cette sensation de Honey Buzz. Il va y avoir un côté interaction, mais c'est vraiment l'automa qui va interagir avec nous. On ne va pas pouvoir le coincer, hein. Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est un jeu qui est vraiment très stratégique, il faut planifier à l'avance. Pour valider la partie, pour gagner, il faut faire un certain nombre de points sur les 3 gros objectifs. Si on a ce nombre minimal de points, on peut compter nos scores et voir si on est une bonne ouvrière, etc. Mais donc il y a un objectif précis qui est de valider un certain nombre de points sur ces gros objectifs. Donc il faut planifier. Si on vous demande de faire des grappes de nectar ou des lignes de nectar, il faut le prévoir, parce que si vous ne faites pas assez de points sur ces objectifs principaux, c'est un game over. Et ces objectifs principaux, il va falloir faire plus ou moins de points en fonction de la difficulté que vous avez choisie. Donc ça change un tout petit peu, on est un peu moins en mode YOLO, il faut vraiment planifier la gestion de notre truche avant vraiment de se lancer dans la partie. Et puis après, on trace la route qu'on s'est donnée et ça marche plutôt bien. Un jeu, je préfère quand même en duel parce que c'est un petit jeu qui est tout mignon et c'est un plaisir de jouer avec ma compagne avec. Mais en solo, ça marche plutôt bien. Donc si vous êtes adepte du solo, lancez-vous dans Honey Buzz, ça marche bien et c'est tout mignon. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pensais faire une vidéo quand même bref, puisque j'allais parler que de 5 jeux, et finalement on est déjà quasiment à 25 minutes de vidéo, donc j'espère que ça ne sera pas trop long pour vous. Encore une fois, je vous le dis, mais dans toutes mes vidéos, vous avez le timer en bas, donc n'hésitez pas à aller directement à ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre en commentaire vos avis sur ces 5 jeux différents, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!